Dans l'actualité ce soir, Hillary Clinton revient dans la course à l'investiture démocrate aux États-Unis. Elle l'emporte avec plus de 8 points d'écart face à Barack Obama. En France, la réforme de la Constitution a été adoptée en Conseil des ministres. Pas plus de 2 mandats consécutifs pour le président de la République qui pourra s'expliquer directement devant le Parlement. Une nouvelle grève contre la réforme des ports, notamment à Marseille. Le gouvernement veut enrayer le déclin. Les grutiers dénoncent une privatisation des emplois. Le Cambodge face à son histoire, le procès de l'ex-chef de l'État Khieu Samphan pour crime contre l'humanité a commencé. Les massacres des Khmers rouges avaient fait 2 millions de morts sur 5 millions d'habitants en 4 ans. Une étude de l'université d'Oxford relance le débat sur l'influence de l'alimentation sur le sexe des bébés. Plus de calories entraînerait plus de garçons. Les médecins sont sceptiques. Enfin, Clint Eastwood, Wim Wenders et les frères Dardenne seront les réalisateurs vedettes de la sélection 2008 à Cannes. Angelina Jolie et Dustin Hoffman sont attendus sur la croisette. Côté français, il faudra compter avec Arnaud Desplechin et Philippe Garrel. Bonsoir et bienvenue à tous. Elle n'avait pas droit à l'erreur. Hillary Clinton a donc marqué un point hier en Pennsylvanie. Dans le très long feuilleton de la primaire démocrate américaine, elle réduit l'écart. Prochaine étape, l'Indiana dans 2 semaines. Alain Chalvron, Aaron Diamond. Pas de doute, ce sont des battants les Clinton, le dos au mur, acculés, ils rebondissent et contre-attaquent en espérant le chaos de leur adversaire. Pour la 3e fois, Hillary a sauvé sa campagne. 55-45, c'est moins bien qu'elle pouvait espérer, mais c'est une incontestable victoire. Aujourd'hui, grâce à vous, la marée remonte. Peut-être que je vais fléchir, peut-être que je vais être mise à terre, mais tant que vous êtes à mes côtés, je me redresserai toujours. Qu'importe si son retard en termes de délégués reste important, elle en aurait maintenant 127 de moins que Barack Obama selon les derniers calculs. Oui, qu'importe, pour ses partisans, la victoire est au bout de la course. Elle est phénoménale et je pense qu'elle va aller à la Maison Blanche. Elle a gagné ici en Pennsylvanie. Elle va aller au sommet et elle sera Madame la Présidente. Dès hier soir, Barack Obama avait tourné la page de la Pennsylvanie. Il était dans l'Indiana, le prochain champ de bataille, dans 15 jours, lui aussi apparemment gonflé à bloc. On ne va pas seulement gagner cette élection en novembre, on va changer ce pays, on va changer le monde. Hillary Clinton n'a pas gagné que des voix hier, elle a aussi gagné de l'argent. 3 millions de dollars auraient été versés à sa campagne durant la nuit et ça tombe bien, elle était dans le rouge. En face, Barack Obama a un trésor de guerre de 43 millions de dollars. En France, d'abord, une image étonnante et qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps à la sortie du Conseil des ministres. Les journalistes ont fait la grève de l'image, caméras et appareils photo à terre pour protester contre le nouveau dispositif qui les bloque derrière des barrières. Jusqu'à présent, la presse pouvait interpeller directement les ministres à leur sortie avant qu'ils ne rentrent dans les voitures. L'Élysée invoque les bousculades qui seraient devenues trop fréquentes. Un Conseil des ministres qui a adopté la réforme des institutions. Il ne s'agit pas d'une révolution, mais de quelques aménagements concernant le président, le Parlement et les citoyens. Alix Bouyaguet. Le comité Balladur n'aura pas travaillé pour rien. La quasi-totalité de ses propositions se retrouve dans le projet de loi. Plusieurs mesures concernent le président. Impossible désormais pour lui de faire plus de 2 mandats consécutifs. Autre changement le plus contesté par l'opposition, la possibilité pour le chef de l'État de s'exprimer devant le Parlement en cas de crise ou pour faire un bilan de son action, précise-t-on à l'Élysée. Il voit également son pouvoir de nomination encadré par une commission parlementaire chargée de donner son avis. Une autre innovation de la réforme, sur demande expresse de Nicolas Sarkozy, concerne le gouvernement. Désormais, le nombre maximum de ministres sera fixé par la loi. Plusieurs propositions renforcent les pouvoirs du Parlement. L'opposition est dotée d'un statut. L'usage de l'article 49.3 est limité. Cet article permet au gouvernement de faire adopter une loi sans vote. Enfin, avant tout nouvel élargissement de l'Union européenne, le référendum devient facultatif. Il était obligatoire sous la présidence de Jacques Chirac. Quant aux citoyens, ils pourront saisir le Conseil constitutionnel s'ils estiment que leurs droits fondamentaux sont remis en cause. Le texte sera débattu au Parlement à partir du 20 mai. Et en l'état actuel, le Parti socialiste se prononce contre le texte qu'il juge insuffisant pour limiter, je cite François Hollande, la domination du président de la République et du Premier ministre. Sur ce sujet, comme peut-être sur beaucoup d'autres, à noter ce rendez-vous demain
en direct de l'Elysée pour une interview de Nicolas Sarkozy à partir de 20h15. J'aurai le plaisir de vous retrouver à cette occasion avec Véronique Auger de France 3, Yves Calvi de France 2 et France 5, Vincent Hervouette de LCI et Patrick Poivre d'Arvor de TF1. François Fillon a indiqué tout à l'heure qu'il en attendait de cette interview, je cite, une feuille de route pour les prochains mois et un cap pour les réformes. Les premiers travailleurs grévistes sans papier ont été reçus en préfecture aujourd'hui. Hier, nous vous indiquions que le gouvernement entamait un processus de régularisation. Jusqu'où et pour combien de personnes? Nul ne le sait pour l'instant, mais des voix s'élèvent déjà, y compris au sein de la droite, pour s'inquiéter de cette initiative et demander une clarification. Pauline Dordilly, David Dameda. Une première victoire. Merci. Tiens, merci. Merci. C'est les tiens de papier, c'est très bien. Puis l'émotion dans les bras d'un de ses patrons. Ce papier vert, brandi comme un trophée, ces 10 grévistes sans papier l'ont tous obtenu. Avec ça, ils pourront travailler légalement en France jusqu'au 6 mai prochain. Ce n'est pas une régularisation définitive. Leur dossier est actuellement examiné, mais c'est un premier pas d'après eux. Bravo. Voilà. Bravo mon gars. Bon, on a un petit peu de l'espoir, hein. On a un petit peu de l'espoir, mais il faut tenir dans la main. Pour leurs patrons venus les soutenir, cette décision signe la reprise du travail. On espère même peut-être ce soir. Vous savez, pour nous, chaque jour est une grosse perte et donc nous sommes très heureux de l'issue du conflit. Une issue heureuse pour ce propriétaire d'un très chic restaurant de la banlieue parisienne. Depuis le début de la grève dimanche dernier, il perd entre 7 000 et 10 000 euros par jour. Il souhaitait donc des papiers pour ses salariés. Mais dans la classe politique, la régularisation des travailleurs clandestins fait débat. Je suis pour que les salariés des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, qui depuis plusieurs années sont employés alors même qu'ils n'ont pas de papier, puissent enfin obtenir satisfaction en termes de titre de séjour. Il faut faire des adaptations, essayer de résoudre des situations, plus que de faire un clin d'œil à l'immigration clandestine, qui pourrait croire qu'en France, eh bien, on a de nouveau un appel d'air. Dans les semaines qui viennent, 600 dossiers de travailleurs sans papier grévistes devraient être examinés par les préfectures d'Île-de-France. L'économie et les salaires des grands patrons reviennent à plus de modération. C'est ce qu'indiquent les statistiques pour l'année 2007. 2 260 000 euros tout de même en moyenne pour les 40 premiers groupes. Mais surtout, l'opacité persiste sur les stocks options et les actions gratuites. Sophie Brune, Frédéric Delarue. Tapis rouge cette année encore pour Bernard Arnault. Le PDG de LVMH est en 2007 le mieux payé du CAC 40 avec 4 200 000 euros. Vient ensuite le directeur général de L'Oréal, Jean-Paul Agon, avec 4,06 millions. Un niveau bien supérieur à la moyenne. L'an dernier, la rémunération des dirigeants des grandes entreprises était de 2,26 millions d'euros. C'est 4,3% de plus qu'en 2006, une augmentation semblable à celle des bénéfices totaux du CAC 40. Les patrons seraient-ils devenus raisonnables? Je pense qu'il y a vraiment eu des excès énormes qui ont choqué l'opinion publique, mais qui ont également choqué l'entourage du patronat, et que les administrateurs qui ont ou qui avaient peut-être tendance autrefois à laisser filer plus facilement les choses, maintenant sont quand même plus attentifs. Certains PDG s'en sortent quand même très bien. Georges Pauget du Crédit Agricole a gagné 1 930 000 euros, soit une augmentation de 30%. Même hausse pour Pierre Gadonex avec 1,06 million. L'électricien affirme qu'il s'agit d'un simple rattrapage par rapport à ses homologues. Seule baisse spectaculaire, celle de Daniel Bouton. Avec 1,25 million d'euros, il perd 62% par rapport à 2006. Le président de la Société Générale a en effet renoncé à son bonus suite à l'affaire Kerviel. Mais tous ces chiffres ne tiennent pas compte des stocks options ou des actions gratuites dont la distribution reste opaque. Un chiffre toujours à propos d'économie, ce n'est pas une très bonne nouvelle. La consommation des ménages français a de nouveau décroché au mois de mars, moins 1,7%. Une première alerte sérieuse selon les économistes qui évoquent le contre-coup de l'inflation. Parmi les premiers concernés, les retraités. Selon les agences d'intérim, ils seraient de plus en plus nombreux à cumuler leur pension avec un travail, même si cette pratique légale reste marginale. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Jenny Brifa, Mathieu Nivenglowski. Chaque matin dans cet immeuble, c'est le premier appartement qui s'illumine, celui de Gérard Saturne. Depuis qu'il est à la retraite, il se lève à 3 heures pour travailler dans un abattoir. Pas le choix,
Avec ses 800 € de retraite par mois, il ne s'en sortait pas. J'arrivais juste même pas à joindre les deux bouts, quoi. Quand tout était enlevé, il ne restait plus rien, quoi. Et si vous aviez pas ce travail, là? Ah ben, je serais sous les ponts. C'est pas difficile, hein. Gérard Saturne a pourtant travaillé 45 années, mais il a perdu 13 ans de cotisation où il était employé dans la ferme de ses parents. À l'époque, dit-il, on ne cotisait pas forcément. Je ne voyais pas du tout pourquoi à la retraite je devrais aller travailler. Vous l'imaginiez comment votre retraite? Eh bien, la belle vie, quoi. Enfin, la belle vie. Vivre tranquillement, quoi. En attendant la belle vie, à l'abattoir, Gérard Saturne augmente ses revenus de 800 €. Mais le cumul de sa nouvelle paye et de sa retraite ne doit pas dépasser son dernier salaire. C'est la loi qui l'impose. Et à 62 ans, il ne se voit pas s'arrêter. Si la vie continue à augmenter comme ça, c'est sûr. Donc, tout augmente et il faut bien faire face. Michel Baumet, lui aussi, aimerait trouver un nouveau travail. À la retraite depuis janvier, cet ancien mécanicien cherche des petits boulots. Une petite affichette pour ma retraite. Allez. Parce que je suis en train de chercher un emploi, là, parce que ma retraite n'est pas assez grosse. À 61 ans, il touche 750 € de retraite. J'ai déjà plus de 300 € de charge fixe. Donc, il faut manger, il faut essayer de garder la voiture. Bon, j'avais l'intention de m'acheter un camping-car, je crois que pour l'instant, c'est pour ça qu'il faut que je travaille. Comme la plupart des retraités, Michel Baumet touche 55% de son dernier salaire, insuffisant. Normalement, j'ai travaillé pendant 47 ans. Et voilà, donc il faut recommencer. On n'est pas dans la normalité, hein. Quand on a une retraite, on doit pouvoir au moins un minimum en vivre, pas en survivre. Voilà. Légalement, tout retraité peut retravailler dès 55 ans. En attendant un hypothétique nouvel emploi, Michel Baumet compte revendre son appartement et gagner de l'argent à coup sûr. Mais il n'y a pas que les petits retraités qui cherchent à retravailler. Dominique Van Kemel est ingénieur, il gagne 5 000 € de retraite et pourtant il est employé comme consultant en logistique. Il touche 2 000 € de salaire, indispensable pour payer le prêt de son appartement et ses crédits. Par les PME. On ne peut pas quasiment du jour au lendemain avoir une réduction de quasiment de moitié de ses revenus, alors qu'on a toujours des charges, etc. Pour cette entreprise, un retraité est avant tout un gage d'expérience. On parle d'hommes et de femmes qui sont au sommet de leur art, si je peux dire, et qui aujourd'hui ont une maturité, une expérience que n'auront jamais, de toute façon, les jeunes qui vont rentrer dans nos entreprises, les jeunes diplômés auxquels on fait appel. Chez lui, à Versailles, Dominique Van Kemel trouve tout de même le temps de s'adonner à sa passion pour la musique. En France, 47% des retraités souhaiteraient retravailler. Une nouvelle grève dans les ports, trafic perturbé ou arrêté un peu partout, au Havre, à Rouen, à Bordeaux, à La Rochelle ou encore ici à Nantes-Saint-Nazaire où le conflit dure depuis une dizaine de jours. La direction estime d'ailleurs que la grève frise le sabotage. À l'origine, il y a la réforme du gouvernement qui indique vouloir donner plus de souplesse pour reconquérir des parts de marché face à Anvers, Rotterdam ou Barcelone. En 1992, les dockers avaient été transférés au secteur privé. Cette fois, c'est au tour des grutiers et des portiqueurs. Ils dénoncent justement une privatisation. À Marseille, Stéphane Despinois, Christophe Larocca. Au large de Fos-sur-Mer, une trentaine de navires sont en rade. Pétroliers et chimiquiers ne peuvent pas accoster pour décharger leur cargaison. À Marseille, le port est paralysé par la grève des dockers et grutiers. Aucune marchandise n'a été déchargée aujourd'hui. En ligne de mire, les opérateurs privés, à qui le gouvernement souhaite confier la manutention portuaire. Les grévistes dénoncent le cadeau fait au privé. L'explication, c'est qu'il y a de l'argent à prendre et il y a des entreprises privées qui veulent prendre l'argent qu'il y a dans le public. Tôt ce matin, plusieurs centaines de dockers, grutiers et portiqueurs ont ainsi paralysé l'entrée du siège de l'armateur CMA-CGM. La CGT ultramajoritaire manifeste son hostilité à la réforme voulue par le gouvernement. Elle dénonce le bradage des ports et se dit déterminée à en découdre. Je crois que Sarkozy, chaque soir qui se couche, rêve d'une réforme et la balargue le lendemain en Conseil des ministres. Je crois que cette boulimie de réforme aura des lendemains qui déchantent. Selon les partisans de la réforme, il y a urgence. Les concurrents européens marquent des points. À lui seul, le port de Rotterdam traite plus de marchandises que les 7 ports français réunis.
L'idée du gouvernement est de faire passer les grutiers sous statut privé, comme les dockers, pour être plus efficaces. Il est normal que pour être efficace, l'entreprise puisse à la fois disposer de tous les moyens pour organiser ses plannings, pour être également plus rapide dans les décisions et être de ce fait plus compétitive. Aujourd'hui, la CGT avait déclenché une grève de 24 heures, mais elle promet déjà un long bras de fer dans le port de Marseille. Et voilà encore un secteur en pleine mutation, les ports. En quelques années, l'Asie est devenue le premier acteur mondial, croissance oblige. En Chine, par exemple, de gigantesques installations sortent de terre en quelques mois. Reportage Pascal Golomer, Sylvain Gillot. Le port de Hong Kong. Chaque jour, plus de 80 cargos chargent ici des milliers de conteneurs. À l'intérieur, les produits fabriqués dans les zones industrielles chinoises et destinés aux consommateurs du monde entier. Notre guide, c'est Caroline Huot, la patronne en Asie de la filiale de Total spécialisée dans les lubrifiants pour bateaux. Son chiffre d'affaires a doublé en 5 ans. Une croissance aussi rapide, je crois que c'est une histoire, une vraie success story, comme disent les Américains. C'est une histoire qui nous a surpris. On espérait bien faire, mais l'Asie nous a permis de faire encore mieux. Et pour nous montrer le dynamisme du secteur, elle nous emmène à 2000 km de là, dans le port de Dalian, au nord de la Chine. Température, moins 15 degrés. Pas de quoi ralentir le rythme sur les quais. Dalian voit déjà passer 2 fois plus de conteneurs que le port du Havre. Et ce n'est qu'un début. Selon Caroline Huot, c'est l'exemple parfait de la belle santé du transport maritime dans la région. Ce terminal est tout neuf. 5 ans avant, c'était le désert et aujourd'hui, il est très actif. On voit des bateaux qui portent plus de 5000 containers accostés et partir aussi vite. Avec encore de nouveaux quais en construction, l'activité devrait plus que doubler d'ici 2 ans. Ceux qui se frottent les mains, ce sont les chantiers navals chinois. On en comptait 350 il y a 5 ans, il y en a 2500 aujourd'hui. Celui-ci s'est ouvert il y a 2 ans, en race campagne, à 2h30 de route de Canton. Caroline Huot ne le connaissait pas encore. Elle vient voir les 2 premiers navires terminés. Un contrat de plus pour ses lubrifiants. Le patron, lui, compte construire ici 16 à 20 cargos par an. C'est sûr que nous avons encore du chemin à parcourir pour faire aussi bien que les Japonais et les Coréens en qualité de fabrication et en compétence du personnel. Mais nous, les Chinois, nous faisons tous les efforts possibles pour apprendre et rattraper ce retard. La Chine veut devenir le numéro 1 mondial de la construction navale dans les 10 ans à venir. Une croissance frénétique, à l'image de tout le transport maritime dans la région. Et pour l'instant, pas la moindre crise à l'horizon. On reste en Chine avec les Jeux Olympiques et le coup de froid entre Pékin et Paris. Ces derniers jours, les observateurs constatent un regain de patriotisme avec des drapeaux qui s'affichent aux fenêtres dans certaines grandes villes. Alors cette brouille est-elle durable? Nous avons voulu savoir si les Français qui vivent à Pékin ressentaient un changement d'attitude. Sur place, Pascal Golomer, Sylvain Gillot. Avec l'ambassade et le lycée tout proche, c'est l'un des principaux quartiers d'expatriés français à Pékin. Et c'est là qu'une poignée de manifestants chinois est venue brandir quelques banderoles samedi dernier pour demander à la France de se taire. Mais pas de panique, les Français rencontrés aujourd'hui aux terrasses ne se sentent pas en danger. Nicolas, arrivé en Chine il y a 6 ans, veut dédramatiser. Quand je suis chez moi devant mon ordinateur à regarder certains sites et à regarder quelques journaux nationaux français, j'ai peur. Et quand je sors, je suis content, beaucoup moins peur. Et aujourd'hui, je ne ressens rien à Pékin. Ils sont environ 3000 Français à Pékin et beaucoup d'entre eux travaillent tous les jours avec des Chinois. Olivier discute avec ses collègues de l'actualité sans que cela nuise du tout à leur relation. Ils viennent me poser des questions sur mon opinion, sur ce que je pense de ce qui se passe. Mais c'est sans hostilité et on arrive à échanger tout à fait nos points de vue, sans conflit et sans tension. Seul Carrefour a été pour l'instant le théâtre de manifestations, mais certains chefs d'entreprise craignent que la position française à propos du Tibet les pénalise aux yeux de leurs partenaires chinois. Ils se posent des questions. Pourquoi est-ce qu'un ami a un comportement de ce type-là? Dans le travail, ça commence à gêner. Certains contrats ont été suspendus. Plus longtemps durera la brouille franco-chinoise, plus les entreprises seront inquiètes pour leurs affaires, c'est certain. Ce qui ne veut pas dire pour autant, loin de là, que les expatriés français se sentent particulièrement harcelés ou menacés en Chine. Et un autre émissaire de l'Elysée est arrivé à Pékin aujourd'hui. Nicolas Sarkozy
a chargé Jean-Pierre Raffarin de remettre de sa part un cadeau au président Hu Jintao, une biographie du général de Gaulle, l'homme qui avait reconnu la République populaire dès 1964. Vous l'avez aperçu il y a un court instant, la flamme olympique, elle, poursuit son périple. Dernière étape, Canberra, la capitale australienne. Pas d'incident à l'aéroport, mais le séjour s'annonce mouvementé. 2 personnes ont déjà été arrêtées, par exemple à Sydney, après avoir tenté de déployer des banderoles. Des lampes laser ont également été utilisées pour projeter des slogans pro-tibétains. On reste en Asie avec le Cambodge qui fait face à son histoire. Et quelle histoire! Il y a 30 ans, le régime communiste des Khmers rouges procédait à l'un des massacres les plus inouïs du XXe siècle. Plus d'un tiers de la population tuée en 4 ans. Eh bien aujourd'hui, l'ex-chef de l'État, Khieu Samphan, compagnon de Pol Pot, comparaissait pour la première fois, défendu par le Français Jacques Vergès. Gilles Rabin. Ce n'était qu'une audience préliminaire au premier vrai procès d'un responsable Khmer rouge, Khieu Samphan, le théoricien de la révolution Khmer. D'entrée de jeu, son avocat maître Vergès fait un esclandre. Parce que 16 000 pages de l'acte d'accusation ne sont pas traduites en français, une des langues officielles du tribunal, il refuse de défendre son client. Le tribunal suspend l'audience et suggère de remplacer maître Vergès. J'ai 50 ans de barreau. C'est la première fois que je vois des juges demander à un accusé de changer d'avocat. C'est un scandale unique. L'avocat et l'accusé se connaissent depuis les années 50. Ils militaient dans les mêmes cercles marxistes anticolonialistes. Pendant que Jacques Vergès devenait l'avocat de terroristes ou de criminels nazis, Khieu Samphan devenait le théoricien de la révolution Khmer. De 75 à 79, les Khmers rouges vident les villes de leurs habitants qu'ils envoient aux travaux forcés dans des camps pour former ce qu'ils appellent l'homme nouveau. 4 années de terreur aveugle qui ont fait 2 millions de morts, un des grands génocides du XXe siècle. Pol Pot, le leader et l'ordonnateur de ces massacres, est mort en 98 sans jamais avoir été jugé. Ce qui permet aujourd'hui à Khieu Samphan de dire qu'à son ancien poste de chef d'État, il n'avait rien su ni rien vu. Une ligne de défense difficile à tenir qui explique peut-être le coup d'éclat de son avocat. On reste dans l'actualité internationale, mais elle nous emmène, cette fois, dans les banlieues françaises. Depuis le 11 septembre 2001, les États-Unis s'intéressent de près à nos quartiers sensibles. Ils investissent même dans des projets et proposent aussi à des responsables issus de l'immigration des séjours tout frais payés en Amérique. Objectif, bénéficier de leur expérience, mais aussi et surtout améliorer l'image du modèle américain. Enquête Vincent Fischmann, Lionel Langlade. Clichy-sous-Bois, New York City. Entre les deux, bien plus qu'un océan. Et pour Ali Zahi, le choc fut grand. Tout est surdimensionné, aussi bien les voitures que les immeubles, ça c'est assez impressionnant. À New York, mais aussi Washington ou le Texas, le tout ponctué d'entrevues avec politiques et associatifs. Il a lui-même filmé ses 3 semaines de voyage tout frais payés par l'ambassade américaine. Ali Zahi n'a pas été choisi par hasard. Il occupe un poste important, directeur de cabinet du maire de Clichy-sous-Bois. C'est là qu'ont démarré les émeutes de 2005 et visiblement cela intéresse les États-Unis. D'accord, marquis. Ça les intéressait de savoir comment on s'y est pris et comment on a un peu géré la situation de crise. C'est ça qui les intéressait. Et comment après les émeutes, on a mis le lien, on a créé du lien avec ces différentes communautés. À l'ambassade américaine, on ne cache pas son intérêt pour les banlieues françaises. Depuis quelques années, un quart des séjours financés est réservé à des gens issus de quartiers sensibles. Ils représentent une partie importante de la population française et comme Français, ils sont importants. Pas parce qu'ils ont de confession musulmane, judaïque. Ils sont importants parce qu'ils représentent une partie importante de la population. Autre objectif, améliorer l'image des États-Unis, largement ternie avec la guerre en Irak. Un travail de relations publiques en somme. Aziz Seni a bénéficié de ce voyage d'études. Et pour lui, c'est une évidence. Au retour, son regard avait changé. On vous sélectionne, on vous dit, écoutez, venez chez nous, on va vous faire découvrir notre pays. Bâtissez le programme que vous voulez sur vos centres d'intérêt. Vous rencontrerez ceux que vous souhaitez. Donc forcément, vous êtes dans un aspect positif. Et lorsque vous revenez, vous ne pouvez pas être ingrat et ne pas remercier ceux qui vous ont invité. La main tendue de l'Amérique n'a rien de gratuit. Le programme existe depuis 1940. Les Américains misent sur ceux qui comptent et qui pourraient construire l'avenir de la France. Et il ne manque pas d'intuition. En leur temps, Nicolas Sarkozy et François Fillon
ont eu droit eux aussi à leur séjour. Justice, ils sont deux frères, Marc et Jean-Claude Ornec. On les soupçonne d'être depuis des années les parrains du grand banditisme dans la région parisienne. Leur procès s'est ouvert aujourd'hui à Amiens. C'est un peu comme si le milieu à l'ancienne ressurgissait. Lionel Feuerstein, Mathieu Nivenglowski. Arrivé sous bonne escorte de Jean-Claude, l'aîné du clan Ornec, cheveux blancs, tête baissée, est à peine reconnaissable. Tout le contraire de son frère Marc, visiblement toujours en forme. Bonjour. Les frères Ornec, mais aussi 4 de leurs cousins et des amis, comparaissent devant le tribunal d'Amiens pour une série de vols avec violence. Parmi les victimes, des personnes âgées, des automobilistes et même Danny Boone. En 2002, l'acteur aurait été détroussé sur une autoroute en pleine nuit par des Ornec déguisés en faux policiers. C'est là que des actes de violence ont été commis sur lui, puisqu'il avait quand même le visage bien tuméfié et la lèvre supérieure complètement éclatée. L'histoire des Ornec commence ici, dans ce quartier de Montreuil, devenu leur fief. Le clan aurait investi dans les années 90 tous les secteurs du grand banditisme. Raquettes, machines à sous, drogue. Avec leur argent, ils se seraient achetés des maisons en région parisienne, dans le sud de la France et même en Espagne. La famille Ornec, qui nous avait reçus l'an dernier, a pourtant toujours affirmé le contraire. Tout ce qu'on dit sur les châteaux en Espagne, sur voilà. l'argent, les millions que vous auriez. J'aurais des millions, je ne serais pas ici. On n'habiterait pas en banlieue si on aurait des millions. On en a marre qu'on salisse notre nom sans arrêt, on n'en peut plus, on en souffre. Leur avocat estime que ses clients sont victimes de leur légende. Et les Ornec tenant le milieu parisien, moi je veux bien, j'observe seulement qu'il y a un élément objectif. Hein. Jean-Claude Ornec, un casier judiciaire vierge, a plus de 50 ans. Bon. Et son frère Marc a une condamnation à son casier judiciaire. Est-ce là la marque véritablement de grand délinquant? En 20 ans de grand banditisme, les Ornec ont souvent été arrêtés mais rarement condamnés. Cette fois encore, ils espèrent échapper à la justice. Cet après-midi, il n'y a encore toute implication dans ces affaires de vol avec violence. En bref, on évoquait récemment la loi du silence et le départ de tous les gardiens d'immeubles dans une cité de Sevran près de Paris confrontés à la violence des trafiquants de drogue. Eh bien, une opération de police d'envergure a actuellement lieu depuis le début de soirée. 350 hommes sont sur place et mènent notamment des perquisitions dans des appartements. Plusieurs interpellations ont déjà eu lieu. La santé, une première journée mondiale contre le paludisme aura lieu demain. On parle peu de cette maladie, mais elle est celle qui fait le plus de victimes dans le monde. Regardez ce chiffre, 1 million de personnes en meurent chaque année. Les plus vulnérables sont les enfants et les femmes enceintes. La maladie est due à un parasite et transmise par les moustiques. C'est l'Afrique qui est la plus touchée. Au Mali, envoyés spéciaux Nathalie Sapena, Pascal Caron. Batimara, un village malien de 1200 habitants, à 4 heures de Bamako. Pas d'électricité, pas de dispensaire, encore moins de médecins. Un village où le paludisme fait des ravages. L'an dernier, 10 enfants en sont morts. Voilà le meurtrier, ce moustique, l'anophèle, qui en piquant transmet un parasite. Il pond ses larves dans l'eau, dans les flaques, au milieu des villages. Cette jeune femme enceinte est malade depuis une semaine. Pour se soigner, elle n'a que ses feuilles d'acacia au goût amer. Je préférerais avoir des vrais médicaments, mais c'est trop cher. Ces feuilles, c'est mieux que rien. Dans cette région, le moustique sévit toute l'année. Pourtant, à l'intérieur, pas de moustiquaire. Ici vit une famille de 8 enfants. La 9e, une fillette de 18 mois, est morte l'année dernière. Quand elle est tombée malade, elle vomissait beaucoup et elle avait des diarrhées. Je l'ai emmenée au centre de santé, ils ont dit qu'elle avait un paludisme grave. C'est ça qui l'a tuée. Le paludisme, ce sont des fortes fièvres, des frissons, des vomissements. Quand frappe la maladie, les hommes ne vont plus au champ, les récoltes se perdent. Mon fils a été malade pendant 2 mois. Je n'ai pas pu travailler convenablement car il a fallu que je l'emmène plusieurs fois au centre de santé. 30% de croissance en moins en 30 ans, c'est ce qu'a coûté le paludisme à l'Afrique. Une maladie qui ampute les budgets des familles. Pour traiter cette fillette malade depuis 2 semaines, pas d'autre solution que sacrifier le cheptel. Pour la soigner, il faut que je vende mon bélier. Les médicaments coûtent cher. Pourtant, faire reculer le paludisme est à portée de main. Il faut des moustiquaires, des camions pour les transporter. Il faut aussi informer les villageois qui bien souvent ignorent les modes de transmission. Mais l'argent manque.
On ne peut pas imaginer que des enfants de moins de 5 ans, il y en ait un qui meurt toutes les 30 secondes. Là on parle, il y en a déjà 4 ou 5. Et ils meurent en silence dans l'anonymat le plus total. Donc il y a urgence. Aujourd'hui, au Mali, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, le paludisme est la première cause de mortalité, devant le sida. Mais cela se sait peu, car le paludisme reste une maladie oubliée, principalement africaine, qui mobilise peu les pays riches. La santé encore, mais dans un registre moins dramatique. C'est un vieux serpent de mer qui ressurgit. Une étude de l'université britannique d'Oxford relance le débat sur l'influence de l'alimentation sur le sexe des bébés. On le sait, chacun a sa recette. Cette fois, les chercheurs concluent que plus de calories entraînerait plus de garçons. Les médecins sont sceptiques. Aurélia Brault, Éric Delagneau. Les garçons naîtraient-ils dans les céréales du petit déjeuner ? Une étude anglaise montre en tout cas un lien entre leur consommation et la naissance de bébés de sexe masculin. Les céréales ne font pas tout. Il faudrait aussi une alimentation riche en calories, en vitamines et en potassium. Avec un tel régime, une femme aurait 56% de chances de mettre au monde un garçon. Naturellement, on a une chance sur 2 à peu près d'avoir une fille ou un garçon. Donc dans l'étude qui semble être présentée, cette proportion passe de 50 à 56%. Donc on voit que l'augmentation n'est pas déterminante. Pour l'étude, 700 femmes enceintes ont décrit leur habitude alimentaire avant la conception de leur enfant. Car l'alimentation ferait varier le taux d'acidité des organes génitaux. Plus l'environnement est acide, plus les spermatozoïdes, qui donneront plus tard des filles, ici en rose, résistent. Ils sont donc plus nombreux à se frayer un chemin jusqu'à l'ovule. Jusqu'ici, la recette pour influencer le sexe de son futur bébé, c'était celle du docteur Papa. Beaucoup de sel pour faire un garçon, beaucoup de lait pour une fille, et un résultat aléatoire. Je pensais que j'allais faire des garçons toute ma vie, parce que j'ai toujours ajouté du sel à tous mes repas. Et en réalité, la preuve que non, parce que c'est une petite fille. Sel, sucre ou laitage, au final, c'est toujours la grande loterie. La seule solution pour définir le sexe d'un enfant serait de sélectionner un embryon lors d'une fécondation in vitro. 100% de réussite, mais le procédé est controversé et interdit en France. On passe aux sciences. Voici une réalisation digne de Spirou ou des bandes dessinées futuristes des années 60. Les militaires ont mis au point un petit sous-marin qui peut descendre jusqu'à 600 mètres de profondeur. Objectif, sauver des vies en cas d'accident. Tout le monde se souvient du drame du Kursk. Notre équipe a pu assister en avant-première aux derniers essais à Brest. Nicolas Châteauneuf, Mathias Barba. C'est l'engin qu'attendaient les sous-mariniers du monde entier. 30 tonnes suspendues, capables de plonger à 610 mètres de profondeur pour sauver l'équipage d'un sous-marin en perdition. Le NSRS et son nom est encore en phase d'essai. Pour y rentrer, il faut passer par en dessous, pour une bonne raison. Je viens de passer par la jupe de sauvetage qui vient se plaquer sur le dos du sous-marin qu'on va secourir. Et donc, dans le compartiment où vous vous trouvez actuellement, il pourra se trouver un jour 15 survivants. L'endroit est exigu. À l'avant, un pilote séparé des autres par une porte étanche pour éviter les problèmes de pression. Ce n'est pas trop dur à piloter, mais en fait, ça bouge différemment des anciens systèmes. C'est un peu en fait comme une nouvelle voiture. Vous devez tout simplement vous y habituer. En cas d'accident, le NSRS viendra se positionner sur une trappe présente sur la plupart des sous-marins dans le monde, y compris ceux de la marine russe. Il y a 8 ans, un système similaire aurait permis de sauver l'équipage du Kursk. C'est un système qui est complètement aérotransportable et il est prévu qu'entre le moment où on le met en alerte, on commence à le disposer, à le préparer, et le moment où l'on sort le premier rescapé du sous-marin, il ne doit pas s'écouler plus de 72 heures. On estime qu'un équipage de sous-marins en perdition peut survivre une semaine au fond de l'eau. Heureusement, le NSRS a un dernier atout, il peut embarquer les survivants malgré les risques liés aux différences de pression sous l'eau. Le programme a coûté 70 millions d'euros, partagés entre la France, la Norvège et le Royaume-Uni. Les vacances, les élèves de 2 zones sur 3 sont actuellement en congé et le mauvais temps de ces dernières semaines fait des heureux. Il y a de la neige, on skie encore un peu partout, notamment dans les Alpes. Pour une fois, les stations ont le sourire à l'heure du bilan. Au Saisy, près d'Albertville, Virginie Fichet, Olivier Jacquelin. Une dernière douche avant de rejoindre les réserves. C'est l'heure du grand nettoyage et des comptes. Taille 7.
Dans 2 jours, la station ferme et cette année, Arnaud Matali respire. La saison a été bonne, le spectre de 2007 s'éloigne. On a augmenté sur la base de l'année dernière le chiffre d'affaires de l'ordre de 10 à 15% sur la partie vente, toujours sur une stabilité dans la location. Mais l'année dernière, on en avait perdu autant. Donc si on compare à 2005-2006, on reste sur une année référence qui est de bonne qualité. Un retour à la normale car cette année, il y avait une différence de taille. Les chutes de neige qui ont eu lieu au mois de décembre ont boosté les taux de réservation puisque les gens ont vu que l'enneigement était très bon dès le début de saison. Donc les réservations se sont faites très tôt en saison, ce qui pour nous est toujours une bonne chose. Résultat, la fréquentation des saisies a globalement augmenté de 6% et particulièrement les périodes hors vacances scolaires, souvent plus délicates à remplir. Cette année, les skieurs ont profité pleinement, tout le temps. On représente à peu près un peu plus de 7 millions de passages sur les remontées mécaniques sur l'ensemble de la saison. Ça représente à peu près aux environs de 600 000, 650 000 journées skieurs. Mais une bonne saison n'est pas seulement affaire de quantité. Pour Sophie Encrenaz, restauratrice, le prix moyen de l'addition par personne est un bon indicateur. L'hiver dernier, c'était plutôt du 14-15 €. Cette année, on est monté jusqu'à 20, donc c'est quand même mieux. La saison s'achève, mais l'hiver joue les prolongations. Il reste 2 mètres de neige en haut des pistes, bientôt inaccessibles. Les championnats de France de natation après Laure Manodou, c'est le nouveau champion du sport français Alain Bernard qui est entré en lice. L'enjeu est important, qualification pour les Jeux Olympiques. Pour l'instant, pas de problème, Alain Bernard n'a pas tremblé lors de sa demi-finale du 100 mètres nage libre. La finale aura lieu demain, image signée Julien Benedetto et Chloé Lecomte. Un mot de football avec la joie du Havre. Le plus ancien des clubs français va retrouver l'élite l'an prochain. C'est désormais une certitude après le match nul 0-0 hier soir face à Sedan en Ligue 2. Il y avait de l'ambiance dans le stade et ensuite dans le centre-ville du Havre. C'est fait, on connaît presque entièrement la liste des sélectionnés au Festival de Cannes. Beaucoup d'habitués et beaucoup de vedettes. Marie-Jo Jouan, Frédéric Capron. Une photo de David Lynch pour l'affiche, un avant-goût du glamour cannois. Scarlett Johansson, Penelope Cruz, tout ce beau monde va participer au marathon pour la Palme d'Or, même si cette 61e édition fait la part belle aux nouveaux venus. Ce qui ravit Sean Penn, président du jury, grand amateur de films d'auteur. Mais l'outsider le plus attendu hors compétition, c'est lui, l'archéologue aventurier Indiana Jones, lancé pour la 4e fois par Steven Spielberg dans des aventures extrêmes. Pour ce qui est de la compétition, c'est une autre histoire. Embarrassé, le sélectionneur Thierry Frémaux. Car beaucoup de grands cinéastes sont en tournage. Ça va pas être facile. Alors, un mot d'ordre du président Gilles Jacob. L'audace est forte. Côté français, 2 films. Un conte de Noël, Arnaud Desplechin y réunit Catherine Deneuve et sa fille Chiara Mastroianni. Et La frontière de l'aube, où Philippe Garrel dirige son fils aux côtés de Laura Smet. On attend l'annonce d'un 3e film français. Les Américains, eux, sont peu présents. Clint Eastwood a terminé à temps son film où Angelina Jolie est la mère d'un enfant kidnappé. Nous aimons, nous, à Cannes, quand les gens sortent du j'aime, j'aime pas, mais au contraire essayent d'accepter les propositions de cinéma qui leur sont faites. Comme le film où Kusturica évoque son amitié avec le footballeur Maradona. Quant au film d'ouverture, il n'est pas annoncé. Le bruit court que ce pourrait être le nouveau Woody Allen, mais ce n'est qu'une rumeur. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La réforme de la Constitution a été adoptée en Conseil des ministres. Pas plus de 2 mandats consécutifs pour le président de la République, qui pourra s'expliquer directement devant le Parlement. Les citoyens pourront saisir directement le Conseil constitutionnel dans certains cas. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. 20h50, votre série du mercredi, La Cour des Grands. Demain à 20h, vous aurez rendez-vous avec Françoise Laborde. Quant à moi, je vous retrouverai en direct de l'Elysée pour l'interview du président de la République. À demain donc. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.